Bonjour, bienvenue dans Womanity sur www.adiac.tv. Au sommaire de cette émission, la sécurité alimentaire, un voyage au cœur de l'expérience américaine. Les États-Unis d'Amérique, plus grand producteur de poulet dans le monde, maintiennent leur place de leader sur ce marché grâce à des organisations comme l'USAPIC, une ONG dont l'objet porte sur la promotion de la volaille américaine dans le monde et en Afrique en particulier. Avec 14 bureaux à l'international, des programmes dans plus de 75 pays, les exportations de volailles américaines sont passées de 6% en 1990 à 17% en 2022. À Brazzaville, c'est plus de 9 marques de poulets disponibles sur le marché. On peut citer par exemple Akan, Coke, Peco, Sanderson Farm et Tyson. Malgré cette croissance significative des exportations à l'international, il existe des polémiques autour de la qualité de ce produit. Entre rumeurs et réalité, quelle est l'histoire de la volaille américaine? On vous dit tout dans ce reportage d'Adiac TV. Nous sommes allés dans l'État de Géorgie, à Atlanta, au sud des États-Unis, ville classée parmi les 8 premiers producteurs de poulet dans le monde. Chaque année en Géorgie, la volaille contribue à hauteur de 47 milliards de dollars de l'économie grâce à la transformation et aux industries connexes. Les emplois de près de 180 000 Géorgiens dépendent directement ou indirectement de l'industrie avicole. C'est également dans cette ville que se trouve le siège social de l'USAPIC, qui de plus en plus intensifie ses activités en Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne est une région d'exploitation majeure pour l'industrie avicole et notamment pour les quartiers de poulet. Nous avons toujours beaucoup investi sur le marché en ce qui concerne le développement des marchés. Nous faisons toujours des études pour trouver de nouvelles opportunités dans la région. Nous croyons au développement des industries avicoles en Afrique subsaharienne. Ainsi, nous travaillons étroitement avec le Fonds de soutien à la volaille pour aider à développer ces marchés. En ce qui concerne les producteurs, nous voulons cultiver la consommation de volaille, non seulement dans le monde entier, mais en particulier en Afrique subsaharienne. Et nous croyons que nos produits sont d'une excellente source de protéines, bon marché pour les consommateurs africains. L'histoire de l'industrie avicole commerciale dans l'État de Géorgie remonte bien avant les années 1920, lorsque les poules spécialement élevées pour la production d'œufs ont été introduites dans cet État et ont montré des perspectives de gains agricoles. L'industrie des poulets à griller a commencé peu après lorsque quelques agriculteurs de la Géorgie du Nord ont tenté de dépasser le troupeau de basse-cour traditionnel et ont élevé des lots de friteuses. À cette époque, la production avicole était considérée comme une activité à risque. Les couvoirs qui vendaient des poussins aux agriculteurs et les nouveaux aviculteurs commerciaux subissaient des pertes importantes à cause des maladies. En 1924, un groupe d'hommes des closeries de Géorgie s'est réuni pour former la Georgia Baby Association, prédécesseur de la Georgia Poultry Improvement Association, et a institué un programme de lutte volontaire contre les maladies de la volaille, ce qui a permis d'augmenter progressivement la production. Un effort sanitaire relayé au plan national par des organisations successives qui deviendra en 1984 l'actuel USA Poultry and Eggs Export Council, une organisation sans but lucratif qui agit dans le monde entier pour promouvoir la volaille américaine. Nous croyons que l'éducation est si importante et nous voulons donc nous assurer que notre travail de développement commercial et d'exportation de volailles et d'œufs se fait pendant un certain nombre d'années et continue dans ces marchés où nous éduquons sur la sécurité de nos produits. Nous voulons nous assurer que les consommateurs africains comprennent que le produit congelé est aussi bon que le produit frais. Promouvoir la volaille ne peut être efficace sans gérer les épidémies. Depuis la nuit des temps, les organisations qui prennent en charge la promotion de la volaille américaine savent qu'elles doivent se préparer dans ce sens. C'est à partir de 1994 que la grippe aviaire faiblement pathogène s'est avérée endémique sur le marché d'oiseaux vivants du nord-est des États-Unis.
En 1999, le département de l'agriculture des États-Unis a mis en place un programme afin d'apporter un soutien aux États souciés d'éliminer les grippes aviaires persistantes dans leurs fermes. Puis, les services vétérinaires ont publié les normes uniformes pour la prévention et le contrôle du virus. En 2015, plus de 50 millions d'oiseaux ont été tués ou détruits aux États-Unis par l'épidémie de grippe aviaire. L'USDA, le département de l'agriculture américaine, a décidé alors de renforcer la prévention afin de détecter rapidement les infections H5 et H7 dans les populations de volailles domestiques, de mettre en place des programmes de surveillance active et passive et d'améliorer la biosécurité, l'assainissement, l'éducation et la sensibilisation. Bonjour. Pour donner une riposte de taille, le Georgia Poultry Laboratory Networking, en sigle GPLN, est un partenaire indispensable. Désormais, lorsqu'une ferme est infectée, on procède à l'extermination des oiseaux et si les tests de contrôle sont négatifs, la ferme peut reprendre ses activités 28 jours après. 20 à 22 semaines. Où leur alimentation. Une politique menée pour encourager les propriétaires des fermes à signaler les cas de grippe aviaire. Pour ce faire, les récompenses et les dédommagements sont prévus. Oui, la mission, on peut la diviser en 5 parties. La première, c'est qu'on est l'agent qui gère le système du NPIP, National Poultry Improvement Plan. C'est un programme par lequel les oiseaux sont testés un certain nombre d'analyses à certains écarts de temps pour s'assurer qu'elles sont négatives à certaines maladies. Numéro 2, on fait la nécropsie des oiseaux, comme vous avez vu aujourd'hui, pour aider l'industrie à solutionner leurs problèmes. Et numéro 3, quand on a une éclosion de maladie, par exemple, si on a un cas de mycoplasmose, on travaille avec l'industrie pour contrôler la maladie, puis contrôler aussi sa propagation. Si maîtriser la propagation des épidémies comme la grippe aviaire est une préoccupation majeure pour les autorités publiques, pour les éleveurs, contrôler la nutrition de leurs volailles est un autre problème. Nous nous rendons chez Harrison Poultry, une entreprise familiale spécialisée dans le levage, la transformation de la volaille ainsi que dans la production des aliments de volaille. Chaque semaine, 21 000 tonnes de maïs sont transformées dans cette usine grâce à leur nouvelle provenderie, un complexe d'installation à la fine pointe de la technologie. C'est le président directeur général, David Blade, qui nous reçoit. Ingénieur en robotique, il est le concepteur de certains automates dans cette industrie. Grâce à l'intelligence artificielle, 2/3 des emplois chez Harrison Poultry ont été supprimés. Le maïs transformé dans cette usine est destiné à nourrir les fermes de volailles de l'entreprise. À cause d'une vague de grippe aviaire qui sévit actuellement, nous n'avons pas pu nous rendre dans les fermes. Cependant, nous avons visité l'unité de transformation dont l'installation est située en Géorgie. C'est un système robotisé dont l'installation a coûté 4 millions de dollars avec des machines que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ici, plus de 200 000 poulets sont transformés par jour. L'abattage se fait sans cruauté. Les poulets sont inconscients et dans le noir pour réduire leur souffrance. Le circuit consomme 8 millions de litres d'eau par jour, avec 92 tonnes de glaçons pour maintenir la chaîne de froid. Les automates sont dotés d'un système d'identification afin d'assurer la traçabilité sur le circuit de chaque poulet. Des photos sont prises chaque seconde et grâce à l'intelligence artificielle, les poulets qui ne remplissent pas les critères prédéfinis sont tout de suite écartés du circuit. Le poulet est conservé à une température de moins 10 degrés et chaque année chez Harrison Poultry, ce sont 50 millions de poulets vendus.
Une chose que nous voulons transmettre est que les mêmes produits que nous exportons vers le marché africain sont les mêmes produits que les consommateurs américains mangent. Ils sont de bonne qualité, très nutritifs et bons pour la santé. Nous exportons près de 20% de nos produits de viande, de poulet sur les marchés mondiaux. Nous voulons donc que les consommateurs africains soient rassurés et sachent que les produits que nous leur fournissons sont salubres et sains et qu'ils sont disponibles n'importe où dans le monde. Nous visitons une autre entreprise familiale, Chick-fil-A, une entreprise de restauration rapide spécialisée dans la production et la vente des biscuits et de sandwichs au poulet. Aujourd'hui, c'est journée porte ouverte. Les hommes et les femmes, toutes générations confondues, participent à cette visite guidée pour découvrir les coulisses de l'entreprise, mais surtout pour connaître l'histoire et la vision de son fondateur, Treat Cathy, une autre success story américaine. So I wanted to participate today in the tour because I love Chick-fil-A, I love their food, I love their values and everything the company stands for. So I just wanted to see the backstage and see if everything matches up with everything I've heard, and it seems like it really does. It's a wonderful company that makes wonderful products. La famille Cathy travaille depuis 70 ans dans ce domaine. Aujourd'hui, l'œuvre construite par Treat Cathy, aux côtés de sa femme et de ses enfants, est perpétrée par plusieurs membres de la famille, de la deuxième et de la troisième génération. Ici, le slogan, c'est « Eat More Chicken ». Représentée par plus de 170 000 membres, constituée des opérateurs et des employés, la chaîne Chick-fil-A compte plus de 2700 restaurants dans 47 États américains, à Washington DC, à Porto Rico et au Canada. Les États-Unis n'exportent qu'environ 20% de leur production de la volaille et c'est au port de Géorgie notamment que se fait le transport. Une véritable plaque tournante des exportations de produits agricoles et de volailles congelées en particulier, puisque 40% de la volaille passe par ce port. Chaque jour, ce sont environ 10 000 conteneurs déplacés, soit 3 millions chaque année, avec dans son circuit une voie ferroviaire qui assure le port de 200 à 300 conteneurs par jour. Environ 20% des conteneurs sont acheminés par train et 80% par camion. Son emplacement stratégique et son infrastructure inégalée offrent un transport à moindre coût, plus rapide et plus fiable vers les marchés internationaux. En Afrique centrale, les produits arrivent par les ports de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, de Luanda en Angola, de la Guinée équatoriale et du Gabon avant d'être acheminés vers la Centrafrique, la RDC, etc. Une fois que nous acheminons le produit vers le marché, le développement de la chaîne de froid est également un problème crucial. Un entrepôt réfrigéré pour développer la chaîne de froid en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord. Aussi, nous croyons que si nous pouvons avoir cette chaîne de froid en place, nos produits qui arrivent sur le marché congelé auront une meilleure distribution. Nous travaillons également en étroite collaboration avec des organisations comme le Conseil des exportations de soya et le Conseil des grains. À part le poulet, la production de la dinde est également très importante aux États-Unis. Notre visite se termine chez Prestige Foods en Caroline du Nord, une entreprise leader dans la production du dindon et du porc. Comme avec le poulet, les producteurs sont confrontés aux mêmes défis. Mieux gérer les épidémies et produire les aliments sains et de bonne qualité. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.